c'est frappant de voir qu'à la différence d'autres étudiants de Heidegger, marqués par lui dans les années 20, comme Karl Lewitt ou même Lévinas, Arendt n'a jamais, pratiquement jamais critiqué publiquement le nazisme de Heidegger. Et au contraire, elle a tout fait pour le couvrir, pour défendre sa réputation, sa fama. On voit le souci constant qu'elle a de cette fama heideggerienne, comme de la sienne, parce que les deux vont très vite être liés dans la réception d'après les années 50. Et elle a finalement contribué plus que quiconque à la propagation planétaire de sa pensée, particulièrement en favorisant et en contrôlant, en revoyant les premières traductions américaines des écrits de Heidegger par son ami Glenn Gray chez Harper & Row. Alors, certes, on sait maintenant qu'à la fin des années 40, elle a vivement critiqué la personnalité de Heidegger. Dans son journal, elle s'est moquée, elle a ironisé sur les pièges du renard, et dans les lettres privées à Jaspers, elle le décrit comme un menteur. Elle dit même qu'il est un meurtrier en puissance, ce qui n'est pas rien, bien sûr. Mais cela rend d'autant plus troublant les éloges publics qu'elle fera de Heidegger après avoir renoué avec lui, et tout particulièrement dans l'éloge qu'elle prononcera en 1969. Donc ces critiques personnelles dans les lettres à Jaspers ne portent pas sur le nazisme de Heidegger. Et quand Jaspers meurt, en 1969, peut-être le dernier frein qui leur retenait étant levé, elle prononce cet éloge vibrant de Heidegger, où elle l'élève au rang de Platon, et exprime une adulation sans limite, qui ne peut manquer de choquer, car il y a le texte, et puis il y a une longue note de plus d'une page que Arendt ajoute en éditant son apologie, note dans laquelle elle le dédouane entièrement de son rapport au nazisme, réduit, dit-elle, à une escapade. Elle prétend que Heidegger n'a jamais lu Mein Kampf, ce qui ne tient pas une seconde quand on connaît les témoignages des étudiants, Hermann Mörchen et d'autres, et lorsque on sait tout le travail critique qui a été accompli par Johannes Fritsch, par moi également, sur les corrélations entre des phrases précises de Mein Kampf et de textes de Heidegger. Et elle soutient que parler de Heidegger à propos du nazisme, au lieu de parler uniquement de Hitler et de l'élimination, c'est, dit-elle, je cite, c'est maquiller le terrifiant phénomène issu de l'ego. Or, aujourd'hui, nous savons, par des cours publiés, programmés par Heidegger lui-même, que des textes que j'ai analysés au chapitre 6 de mon livre, que Heidegger appelait dans ses cours ses étudiants à prévoir l'extermination totale, la Völkervernichtung, des ennemis intérieurs greffés sur la racine du peuple allemand, ou encore de l'asiatique, termes qui ne peuvent désigner que les opposants politiques et les juifs assimilés dans le cœur du peuple allemand. Donc, certes, Arendt ne disposait pas de ces textes, et l'on peut souhaiter qu'elle aurait une prise de conscience. Mais il y avait quand même suffisamment d'éléments pour être mise en garde. Il y a notamment l'éloge du national-socialisme de 1953 qui avait tellement frappé le jeune Habermas qu'il a fait naître à Die-Zeit, alors que Arendt cite la lettre pour le dédouaner complètement. Pardon, pas la lettre, l'éloge de la vérité interne et la grandeur du mouvement national-socialiste, mais elle ne cite que la parenthèse sur la rencontre de l'homme et de la technique, dont on sait que Heidegger l'a ajouté sur épreuve en 1953. Donc, pour elle, ça rehausse Heidegger qui élèverait le nazisme au statut d'une pensée, mais le problème, c'est que c'est quand on élève le nazisme au statut d'une grande pensée qu'on continue de le diffuser. Donc, je finis par me demander si son aversion connue pour l'œuvre remarquable de Raoul Hilbert, la destruction des Juifs d'Europe, dont elle a essayé d'empêcher la publication, puisqu'elle a rédigé un rapport défavorable pour les presses de Princeton. Je me demande si ce n'est pas en partie lié au fait que Hilbert a été le seul, avec Schneeberger, à évoquer dans son livre cette terrible directive du recteur Heidegger, que j'ai réédité en Allemagne l'an dernier, et que je souhaiterais éditer en France. Ce serait bien si Books l'éditait, ce serait une première, elle était inédite en France. Directive de Heidegger qui décide que les étudiants juifs, et nonariens, c'est son langage, ne recevront
nicht mehr, plus jamais de bourses, et que les bourses seront réservées en priorité aux étudiants qui ont milité dans la SA et dans la SS. Et ce texte, il était donc connu de Arendt puisqu'elle a lu Hilbert. C'est d'ailleurs pourquoi je dirais un mot tout de même du fait que j'avais été quand même choqué de voir Books publier en octobre un article d'un ancien secrétaire d'Ernst Jünger, donc organiquement lié à l'extrême droite allemande. Article d'un journaliste, Jürgen Busch, qui depuis 20 ans s'est fait une spécialité de défendre Heidegger, et où il prétend que Heidegger, bien entendu, n'était pas antisémite, dit-il. Alors qu'aujourd'hui, les textes de Heidegger sur ce qu'il appelle l'enjuivement des universités et de la culture allemande sont connus, sont du domaine public. Et alors, bon, Busch essaye de protéger Jünger en soutenant que son ancien maître n'aurait jamais, contrairement à ce que je dis à un moment dans mon livre, fait partie des corps francs. Mais ce qui est bon à savoir, c'est que j'ai répondu en Allemagne sur ce point, en m'appuyant sur des historiens sérieux, j'ai apporté la preuve que Jünger était dans les corps francs en 23. Donc, bon, ça c'est évidemment la défense de Heidegger par Arendt est d'un autre niveau que celle d'un Jürgen Busch. Mais malheureusement, de ce fait, on peut dire aussi qu'elle n'en a été que plus efficace.